monde! Salut Catherine! Il a l'air content. Non, je suis pas content. J'essaie de lancer avec un peu de dynamisme. Bon, allez, on est dynamique. Salut tout le monde. Petit débrief politique hebdomadaire. On voulait revenir sur ce qui s'est passé jeudi à l'Assemblée nationale, parce que c'est, comme l'a qualifié Marine Le Pen, c'est une journée historique pour le Rassemblement national, une victoire politique indubitable pour le parti d'extrême droite, qui a réussi pour la première fois de son histoire à faire voter un texte à l'Assemblée nationale. Alors jeudi, c'était une petite parenthèse dans les débats budgétaires puisque c'était la niche parlementaire du Rassemblement national. En gros, chaque parti a le droit à une journée par an pour débattre des sujets qu'il veut et faire les propositions de loi et de résolution qu'il veut. Là, le Rassemblement national, il avait choisi deux textes. Le premier, c'était une résolution qui dénonçait les accords franco-algériens de 1968, sur lequel on va revenir. Et donc, ce texte a été adopté, voté et adopté à une voix près. Ça, c'était en fin de matinée. Et puis, il y a eu un deuxième texte qui visait à instaurer un délit de séjour irrégulier sur le territoire français. Ce texte-là a été rejeté. Donc voilà les deux textes proposés par le Rassemblement national. Quand on leur propose de faire ce qu'ils veulent, voilà les sujets en fait qu'ils veulent mettre en avant. Cet accord, cette dénonciation de l'accord de 1968, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Ça fait en gros 1 an depuis que Bruno Retailleau l'avait remis sur le travail. C'est lui qui avait fait de l'Algérie un bouc émissaire lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, dès les premiers temps de son arrivée au ministère, il avait commencé à pointer l'Algérie. Exactement. Et à l'intérieur de ce discours, il avait mis la dénonciation de l'accord de 1968. Peut-être que tu peux expliquer un peu ce que c'était que cet accord de 1968. Pourquoi est-ce qu'il y avait un accord particulier avec ce pays qui est l'Algérie? Pourquoi on a décidé diplomatiquement de faire cet accord? Oui, c'était un accord qui en fait régulait les allers-retours entre essentiellement les Algériens et la France. C'est-à-dire qu'on prenait acte du fait qu'il y avait de nombreux travailleurs algériens en France, qu'il y avait beaucoup de liens entre la France et l'Algérie, et donc c'était une manière d'organiser, de faciliter les échanges entre la France et l'Algérie pour ses ressortissants. Et donc ça permettait pour les Algériens de venir en France sans visa, d'avoir la possibilité de faire des études en France, d'ouvrir des commerces en France et de faire du regroupement familial. De faire du regroupement familial. Plus facilement. Au fil du temps, pour une part, ces accords ont été détricotés, notamment la question des visas. C'est assez étrange, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a vu avec Pablo ce matin, en cherchant un peu exactement le contenu de l'accord tel qu'il est aujourd'hui, non pas tel qu'il était en 68, mais ce qu'il est devenu après les différentes modifications qui sont intervenues en 86, en 95 et en 2001. Ces 3 modifications, on se disait, bon, mais qu'est-ce qui reste dans cet accord? Et on voit que les journaux racontent qu'il n'y a pas de visa, mais c'est totalement faux. Il y a des visas pour les Algériens qui veulent venir en France, et c'est même quelque chose d'assez compliqué. Il se trouve qu'on a eu affaire ici à des Algériens qui ont voulu venir en France, et qu'on a eu du mal enfin, la personne en l'occurrence, a eu beaucoup de mal à obtenir son visa, et moi je me souviens qu'elle me racontait qu'elle avait dû payer des intermédiaires pour pouvoir obtenir son visa. Et dans ces intermédiaires, il y en a même un qui est officiel. C'est-à-dire que vous payez un intermédiaire qui va déposer la demande de visa auprès du consulat de France en Algérie. Je suis allé sur le site internet du gouvernement, et il y a écrit que lorsque vous êtes algérien, donc tu as 3 choix. Il y a 3 organismes qui sont agréés, mais qui sont des organismes privés. Ils te disent, voilà, tu peux aller sur un truc qui s'appelle VSF, un truc qui s'appelle Palongo, et genre tu cliques dessus, et puis après, donc tu arrives, ça c'est une boîte privée qui te permet d'avoir, et que tu dois payer pour avoir le visa. Et qu'on paye. Et qu'on paye avant même d'avoir le visa. C'est-à-dire que le fait de payer ne vous assure pas du tout d'avoir votre visa. Déposer le dossier. Donc ce que je veux dire, c'est... Enfin,
je pense qu'on ne connaît rien de tout ça. C'est une approximation très grande qui a été faite par des journaux, pourtant sans doute assez bien intentionnés. L'Humanité a fait un très très bon papier aujourd'hui en accès libre que vous pouvez trouver sur son site. Qu'on a mis sur la newsletter, c'est un professeur de droit de l'université de Montpellier qui signe en fait une tribune en fait qui récapitule ce qu'il y avait dans les accords de 68 et ce qu'il y a aujourd'hui, et ce que les différentes réformes ont amené. Voilà, donc en fait ce que l'on peut voir c'est que de plus en plus le statut des Algériens commence à se rapprocher du droit commun des étrangers pour leurs conditions d'installation. Alors ils ont encore des petits avantages, c'est pas 12 mois, mais c'est pas 18 mois, mais 12 mois de présence pour pouvoir... Régulière pour avoir le regroupement familial. Enfin, les conditions de ressources ne sont pas exactement les mêmes. Il y a encore des petits avantages, mais qui sont vraiment petits, infimes. Et donc en fait, il ne faut pas s'illusionner, ce n'est donc pas parce que les Algériens auraient des conditions mérifiques que le Rassemblement national a fait de son obsession contre l'Algérie son cheval de bataille, et c'est une obsession qui est à l'origine même de la création du Rassemblement national. Nous savons tous que Jean-Marie Le Pen a été reconnu comme étant un tortionnaire en Algérie. C'est un militant contre l'indépendance de l'Algérie, après l'avoir été contre l'indépendance du Vietnam, puisqu'elle a commencé comme ça sa carrière militaire. Et c'est vraiment structurel, et je veux dire, d'avoir, dans le moment que nous vivons, décidé de mettre ça en haut de la pile des propositions de la niche parlementaire, c'était un signe politique et pas du tout pour intervenir sur une réalité, puisque en fait la réalité elle est déjà très largement homogène aux droits des étrangers en France. C'était un signal politique que Bruno Retailleau avait enfourché, Gabriel Attal avait enfourché, Édouard Philippe avait enfourché. C'est-à-dire que tous les trois leaders des partis de droite et du centre avaient déjà fait de cette question une question sur laquelle ils s'étaient prononcés et sur laquelle ils avaient déjà demandé la remise en cause de cet accord. Encore une fois, accord qui n'a que peu de réalité pratique. Donc là, il y a déjà une grosse question de « mais pourquoi donc Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi est-ce qu'ils ont... » Alors, les députés Renaissance et Modem, très courageusement, sont restés dans leur bureau, ne sont pas venus voter, tandis que les députés Horizon et les députés LR, qui étaient présents, et donc pour plus de la moitié d'entre eux, ont voté la proposition du Rassemblement national, qui donc a été adoptée à la surprise, y compris des députés Rassemblement national, qui étaient, eux, alors, ils étaient 123 sur 124 présents dans l'hémicycle, et les Ricciotistes, ils étaient... Non, les Ciotistes, pardon, Ric Ciotti, c'est un architecte, et c'est pour ça qu'il me vient tout de suite, c'est Ciotti. C'est les Ciotistes, eux, ils étaient 15 sur 15 présents dans l'hémicycle. Donc l'extrême droite était ultra mobilisée pour faire passer ce texte, et ils avaient besoin du concours de Horizon et des Républicains qu'ils ont obtenu. Et des abstentions. Ils ont aussi eu besoin des abstentions. C'est passé à une voix près. Oui. Donc la non-présence des députés, de beaucoup de députés du Bloc central, Modem et Renaissance, était très importante aussi pour faire passer le texte. Voilà, parce que si, par exemple, Gabriel Attal avait été présent dans l'hémicycle, eh bien, il y aurait eu une voix contre, puisqu'en fait, les députés Renaissance qui étaient présents dans l'hémicycle, eux, ont voté contre, mais ils étaient que un tiers de présents, 30 sur 91. Les autres, encore une fois, n'étaient pas présents ce jour-là dans l'hémicycle. Donc, je peux peut-être faire juste un petit point, parce que si les gens regardent en fait la présence dans l'hémicycle, ils vont aussi voir qu'il y avait des députés du Nouveau Front Populaire qui n'étaient pas présents. Et que, on peut se dire, en fait, il y en aurait eu 3 de présents en plus, et puis ça faisait l'affaire, et le texte ne passait pas. Ce qu'il faut dire, c'est que ce texte
lorsque vous lisez les papiers hier des quotidiens, vous voyez que en fait, personne ne pensait qu'il allait passer. Et donc c'est ça qui explique la non-mobilisation. Elle n'était pas motivée en fait, c'est pas une absence motivée par en fait j'ai pas trop envie de me prononcer dessus, comme par exemple celle de Gabriel Attal. Parce que franchement, Gabriel Attal, c'est très emmerdant pour lui, parce que genre il veut dénoncer les accords de 1968. En même temps, j'imagine qu'il veut pas non plus trop voter un texte du Rassemblement national. Donc son absence en fait, elle est motivée par ça. L'absence des députés NFP, c'est juste de dire en fait il y a d'autres choses à faire. On était jeudi, vous avez des députés ultramarins qui sont dans leur circonscription, vous avez des députés qui sont parfois en commission ou qui ont des rendez-vous. Enfin, je veux dire, il y a des foultitudes de choses qui peuvent expliquer cette non-présence à 100% des députés NFP. Oui, l'essentiel en fait à relever, c'est ce qui est en train de se passer. On l'avait déjà évoqué la semaine dernière, c'est qu'en fait il y a une accélération, c'est-à-dire que maintenant les transgressions se font de plus en plus. Et on a vu des députés LR et Horizon justifier leur vote en disant c'est pas parce qu'on est d'accord, on est d'accord avec leurs propositions, d'ailleurs on l'avait nous-mêmes déjà énoncé, donc pourquoi est-ce qu'on ne voterait pas avec eux? Ça, mes amis, mais c'est le début de la base d'une négociation pour un accord programmatique, c'est-à-dire qu'on dit sur quoi on est d'accord et puis c'est pas parce que c'est le Rassemblement national qu'on va pas diriger avec eux, puisqu'on est d'accord pour faire telle et telle mesure. Donc en fait, ils sont en train d'installer les bases d'une négociation pour un compromis de gouvernement. Et les LR, et ce qui est quand même un peu pour moi, qui a été une surprise, mais je vais être une grande naïve, parce que je ne m'attendais pas à ça de Horizon. Tu vois, je m'attendais à ce que Édouard Philippe, il essaye d'incarner un peu une droite libérale non compromise avec l'extrême droite. Ce serait ça alors vraiment très libéral, puisque chacun sait qu'il porte la retraite à 67 ans. C'est ça sa grande idée pour la France. Mais je ne pensais pas qu'il allait. Je pense qu'hier, il s'est pris. Il vient de décorner considérablement même son espace politique, c'est-à-dire sa capacité. On sait qu'Édouard Philippe est en décrue et qu'il. Il a du mal comme il s'est identifié avec un truc qui n'est pas possible, la retraite à 67 ans. Là, le fait d'avoir comme nouvelle identification le fait de faire la courte échelle au Rassemblement national, ça va lui poser quand même quelques problèmes politiques. Pour revenir à ce que tu disais, donc effectivement, le Rassemblement national n'a pas changé par rapport à ce qu'il avait été du Front national. Enfin, je veux dire, il a toujours ces mêmes obsessions racistes, obsessions coloniale, obsession xénophobe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est quand même importante à rappeler, c'est que la droite, parce que en fait, souvent, tu as des commentateurs politiques et aussi des acteurs politiques qui disent regardez, il y a une extrême droite sociale, puisque les voix du Rassemblement national parfois se mélangent à ceux de la gauche pour voter certains textes. C'est souvent dénoncé, et c'est dénoncé par par exemple les députés Renaissance qui passent leur temps à dire il y a une alliance de fait entre le NFP et le Rassemblement national sur certains textes, puisque c'est eux, par exemple, qui font passer une censure, c'est eux qui font passer... Qui viennent de voter une loi pour augmenter les impôts des multinationales. Exactement, exactement. Alors, la chose importante à rappeler, c'est que ces textes émanent de la gauche. Ce n'est jamais... La gauche ne va jamais voter les textes ou les amendements du Rassemblement national. En revanche, c'est l'inverse qui se passe, première chose, sur des questions qui sont des questions sociales, effectivement. Et où est-ce que se retrouvent la droite et l'extrême droite, enfin le centre de la droite et l'extrême droite, on va dire, sur les questions racistes? Non mais tu vois, c'est ça le plus important. Ils se retrouvent pas pour dire par exemple la retraite à 67 ans. Non, ils se retrouvent pour dénoncer l'accord franco-algérien. C'est-à-dire que l'unité en fait entre toutes ces droites se fait sur
le cœur du projet du Rassemblement national, c'est-à-dire leur xénophobie et leur racisme. Et ça, à mon avis, c'est ça le plus grave, tu vois. C'est qu'ils pourraient se dire, bon, bah, peut-être, voilà, sur certains sujets, je sais pas, liés à la fiscalité des entreprises, on va se retrouver, on va pouvoir faire un accord avec ces gens d'extrême droite qui sont finalement une émanation de la droite. Non, 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 non. Ils le font sur précisément ce qui, avant, faisaient leur différence. C'est-à-dire que la limite. Faisait la limite. Ce qui marquait la limite. Exactement. C'est-à-dire que Charles de Gaulle, je veux dire, Charles de Gaulle et l'extrême droite dans les années 60, leur différence se faisait précisément sur cette question-là. En fait, il y en avait qui avaient collaboré avec Pétain, il y en avait qui étaient pour les colonisations, etc. Et de Gaulle, il a dit, il a mis une distance avec ça. Et aujourd'hui, ils se rassemblent, ils sautent par-dessus de Gaulle et toute cette droite qui a quand même essayé à un moment, bon an mal an, avec plus ou moins de réussite, à s'opposer en fait au racisme, à dire nous sommes des antiracistes. Aujourd'hui, ils se vautrent dedans, et donc ça préfigure mais des choses qui sont terribles, parce que, encore une fois, ça préfigure l'alliance des droites, mais sur des bases racistes. C'est-à-dire que ça préfigure pas l'union des droites sur... Moi, tu vois, je pensais, mon autre naïveté, ma naïveté à moi, c'est que on voit les mouvements, par exemple, du MEDEF et des petits patrons, qui essayent, eux, de faire l'alliance des droites en se disant, c'est quand même mieux que si nos nouveaux Fronts populaires ou la gauche arrivent au pouvoir. Eh bien, ces petits patrons... c'est pas eux finalement qui vont être là, c'est pas eux, ils font la démonstration que c'est pas eux le point, le tiret en fait entre les droites. Le tiret entre les droites maintenant, c'est la haine des Algériens. Oui, alors je voudrais dire un truc sur l'Algérie spécifiquement, parce qu'en fait on peut se demander mais pourquoi est-ce que c'est l'Algérie qui est dans le viseur? Alors, il est tout à fait exact qu'il y a eu deux ressortissants français qui ont été arrêtés, condamnés dans les prisons algériennes, et qu'il y a tout lieu d'exiger leur libération, et vraiment sans aucun doute. Hein. Oui, c'est l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise. Voilà, ce sont deux personnes qui sont, Boualem Sansal est en double nationalité, et le journaliste, c'est des Françaises, et en reportage, et il se retrouve derrière les barreaux. Donc, il y a lieu de l'exiger, mais en fait, si l'on regarde la position de la place que prend l'Algérie dans l'espace international, c'est pas du tout comparable, par exemple, à la Tunisie ou au Maroc. L'Algérie est un pays qui, depuis son indépendance, depuis 1962, a toujours soutenu, prêté main forte à tous les mouvements de libération, d'indépendance. Vraiment, c'est un pays central dans les luttes indépendantistes, anticoloniales. Et je pense que c'est vraiment ça le cœur de la haine et de la détestation de l'Algérie. Vraiment, l'Algérie, on ne va pas recommencer, on en a déjà parlé ici, il n'y a aucune indulgence à avoir avec ce pouvoir qui est un pouvoir profondément corrompu et qui vit de la rente pétrolière et qui n'a pas développé son pays, et tout au contraire, et qui met la démocratie en coupe réglée, etc. Mais c'est pas ça le problème. Parce que, alors je vais vous dire, des pays qui sont totalement corrompus, le Maroc, on peut dire que il en est de même. Des pays qui mettent la démocratie en coupe réglée, la Tunisie c'est la même. C'est-à-dire que des pays qui dans le Maghreb ne sont pas du tout exemplaires sur ces sujets-là, il y en a d'autres. Mais celui qui est dans le viseur de toutes les droites, c'est l'Algérie. Et pourquoi c'est l'Algérie? À cause de la position que prend l'Algérie à l'échelle internationale. Donc, moi, je souhaite vraiment que l'on prenne conscience que ce n'est pas indifférent que ce soit sur l'Algérie, que ce soit l'obsession. Par ailleurs, l'Algérie a obtenu son indépendance en 1962 avec armes et bagages, si j'ose m'exprimer ainsi. La deuxième chose qui est quand même assez importante dans cette affaire, c'est l'idée qui court, moi qui me choque beaucoup, c'est qu'on considère que le Rassemblement national a été dédiabolisé et a fait son aggiornamento. C'est-à-dire qu'en fait,
on considère aujourd'hui possible de voter avec le Rassemblement national, puisqu'il serait devenu donc un parti comme les autres, d'ailleurs le premier groupe à l'Assemblée nationale, et que donc il y a possibilité de faire alliance et de négocier avec lui. C'est quand même ce choix politique qu'a fait le Rassemblement national de porter son effort sur cette question-là, et donc à propos de l'Algérie, et donc pour les raisons que je viens de dire, à la fois historiques et actuelles, pas simplement du passé, mais aussi aujourd'hui, sur un sujet complètement symbolique qui n'a aucune praticité, cette histoire de l'accord de 68, c'est totalement marginal, son importance concrète, montre que la continuité, il n'y a pas eu d'aggiornamento. Il y a une continuité idéologique et qu'un aggiornamento, moi j'insiste là-dessus, c'est qu'un aggiornamento, ce n'est pas parler une autre langue, ce n'est pas mettre une cravate ou ne pas mettre une cravate, c'est exprimer, penser une rupture, ce qui n'a jamais été le cas pour le Rassemblement national par rapport même au Front national. Ils ont changé de nom. Ils n'ont absolument jamais fait le moindre texte, le moindre livre, le moindre colloque, la moindre déclaration remettant en cause la filiation avec les années pétainistes, OAS, lepénistes. Bon. Et donc maintenant la question c'est de savoir qu'est-ce que... Alors ça a provoqué une onde de choc quand même, au moins parmi les députés. Sur les plateaux télé c'était quand même un peu moins le cas. Et franchement, je pense que ça provoque une onde de choc, pas que parmi les députés. Non, j'entends. Moi, je suis extrêmement choquée, hein, franchement. Oui, mais pour avoir fait des plateaux télé comme toi hier, on nous a expliqué que c'était pas grand-chose, c'est une victoire symbolique du Rassemblement national. Et puis de toute façon, on va reprendre le budget, après-demain, on a oublié. Voilà, moi, c'est ça qui m'a été dit par des journalistes neutres sur les plateaux télé. Moi, j'étais là, genre non, en fait, c'est très grave ce qui vient de se passer. Non, mais donc voilà, c'est comme ça. Mais on a vu... On a relativisé. Ça a été relativisé au nom de l'aggiornamento, du caractère simplement indicatif. Enfin, je veux dire, ah oui, tiens, un truc dont on n'entend pas parler, c'est que le Cornu, il a dit, oui, on va faire ça, on va remettre en cause l'accord de 68, mais de quoi je me mêle, mon gars? Enfin, d'abord, ça ne relève pas de ses prérogatives. Deux, c'est quand même une drôle de façon de combattre les idées du Rassemblement national que de les endosser. Hein. Non, mais c'est franchement... bon. Et donc, ce que je disais, c'est que hier, on a vu, après ce vote, les députés de gauche encaisser le coup. C'est-à-dire qu'ils étaient émus, ils étaient choqués. Thierry Châtelain avait les larmes aux yeux. Voilà. Et donc, bon, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce que ça indique? Est-ce que ça indique que, en fait, à partir de Renaissance, ils ont tous décidé de prêter main forte au Rassemblement national? C'est une lecture possible, tu vois, de dire ils ont tous endossé, plus ou moins, les idées racistes et coloniales du Rassemblement national. Est-ce que, je sais pas. En fait, moi, j'avoue que là, je suis un peu perdu. En fait, tu l'as très bien dit, s'agissant d'horizon. En fait, à chaque fois, mais ça va apparaître comme de la naïveté, mais on se dit, mais non, quand même. Tu vois, en fait, au bout d'un moment... Et en fait, il n'y a pas de quand même. Oui, quand Bayrou a sorti la submersion migratoire, on est tous restés, mais non, mais toi mais toi, le cateau cubéni, comme c'est pas permis, toi, tu sors des horreurs pareilles. Moi, j'en étais resté estomaqué, quoi. Je veux dire, le fait de les voir tous se faire contaminer comme ça par des idées, par des préoccupations, des mots, enfin, tout ça, tu te dis, mais putain, on est mal, hein. Mais donc, la question en regard de ça, c'est... il y a une question. Le problème, c'est que cette contamination, comme tu dis, de la peste brune, tu vois, elle ne fait qu'avancer. En fait, elle avance sur l'échiquier politique, mais elle avance aussi dans la société, hélas, tu vois. Et elle gangrène, et on le voit sur les plateaux télé. Il y a quelques mois, tu avais dit, mais on est tous en train de se transformer en rhinocéros. Enfin, vous êtes en train de vous transformer en rhinocéros. Je ne serai pas rhinocéros. Je ne serai pas un rhinocéros. Faisant référence à la pièce de Ionesco, dans lesquelles il parle en fait de la montée du nazisme, et donc au fur et à mesure, les personnages
visages se transforment en rhinocéros, c'est-à-dire des incarnations, eux aussi, du nazisme. Et y compris des gens qui, à la base, ne sont pas censés l'être, enfin, pourraient incarner, ou bien le catholicisme démocrate. La propre compagne du héros. Voilà, la propre compagne du héros qui, lui, est un résistant. Et donc, c'est vrai que c'est très choquant, en fait, à voir. Maintenant, la question, c'est quels sont nos voies et moyens pour lutter contre. Tu vois, je repense à un truc, parce que par exemple, dans l'histoire du RPR, donc l'ancêtre de l'UMP, l'ancêtre... bon, le RPR, c'était le parti de Chirac et de Pasqua. Ils ont sorti des grosses horreurs. Pasqua, franchement, c'était épouvantable ce qu'il racontait. C'est-à-dire que sur le plan du contenu politique, il était sur la ligne Sarkozy finalement. C'est-à-dire on va endosser les idées dégueulasses. Mais d'une certaine manière, il y avait l'idée du RPR qui était de les circonscrire. C'est-à-dire qu'on les mettait dans notre camp. L'idée de la limite avec le Rassemblement national n'avait pas été transgressée. Du temps de Chirac, ça n'a pas été transgressé. Et hier, les députés LR ont transgressé cette limite. C'est-à-dire que je trouve déplorable l'idée qu'on puisse combattre les idées du Rassemblement national en les reprenant pour, soi-disant, les faire siennes. C'est ce que m'a objecté hier une journaliste que j'aime bien de France Info, en off, en dehors du plateau. Elle m'a dit, bah oui, mais c'est comme ça qu'on va combattre... Non, je ne crois pas qu'on puisse combattre le Rassemblement national en endossant ces idées. La preuve, on devient rhinocéros ou on devient LR comme ils sont devenus aujourd'hui. Mais ça se discute, ça. Enfin, je veux dire, je ne suis pas d'accord, mais ça se discute. Il y a une rupture symbolique et politique essentielle à tenir qui est on ne fera pas d'alliance avec eux, on ne gouvernera pas avec eux, on ne votera pas leurs lois, on n'est pas du même côté qu'eux. Et là, hier, ils ont transgressé ce truc-là. C'est ça qui s'est produit hier. C'est la première fois que ça se produit. Ouais. Tu pouvais toujours avoir 2-3 députés LR qui votaient les horreurs du RN. Mais là, hier, c'est la moitié du groupe LR. L'autre moitié n'était pas là. Il n'y en a aucun qui a voté contre. Non, et puis aussi, une grosse différence, c'est que, comme tu dis, par exemple, si on prend Pasqua ou Chirac, il y avait parfois, on peut dire... Ou Sarko, hein, ou Sarkozy, même, hein. exactement. Sarkozy, on va dire Sarkozy, avant que Sarkozy devienne lui-même un rhinocéros. Hein. Sarkozy candidat, puis président, tu vois, pas le Sarkozy d'après. Mais à ce moment-là, on disait, ah, mais il reprend les idées du Rassemblement national. Ce qui est totalement vrai. Il les reprend, mais le vocabulaire qui est utilisé n'est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'il n'endosse pas. Oui, mais c'est. Moi, il ne l'endosse pas complètement, tu vois. Le bruit et l'odeur, franchement. Non, mais non, mais c'est abominable, tu vois. Non, mais il n'en fait pas un contenu politique, tu vois. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est acté dans cette résolution, dans le vote de cette résolution, c'est finalement leur façon de faire, leur vocabulaire. Tout, on endosse des idées, mais c'est pareil avec subversion migratoire, c'est-à-dire on utilise leurs mots. Dire il y a un problème avec l'immigration, pour moi, c'est endosser une partie des idées du Rassemblement national. Et là, effectivement, on peut discuter de... est-ce que, on n'est pas d'accord, nous, du tout avec ça, mais on peut discuter avec, est-ce que vous croyez vraiment que c'est la meilleure méthode pour aller pour combattre le Rassemblement national? Dire, ah bah oui, mais ils posent des bonnes questions, mais ils n'apportent pas les bonnes réponses. Oui. Moi, je pense que c'est catastrophique de dire ça. Laurent Fabius dit ça. Il n'est pas devenu un rhinocéros pour autant. Voilà, je pense que c'est catastrophique de dire ça, mais voilà. L'idée de dire, en fait, on va utiliser aussi le même vocabulaire, et puis finalement, on va même voter leur loi. Là, effectivement, il y a une transgression. Là, il y a un passage. On accepte leurs priorités, leur hiérarchie, l'ordre des questions que l'on valide. Oui, c'est... là, il s'est passé... Et alors, ça se passe dans un moment qui n'est pas n'importe lequel. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment de grande crise politique, dans lequel la question de l'alliance des droites est posée en permanence. C'est-à-dire que là, on a vu que David Lisnard, qui est quand même d'une part le maire de Cannes, mais d'autre part le président de l'Association des maires de France, vient de prendre position en faveur de l'union des droites. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a noté que Xavier Bellamy avait voté au Parlement européen une résolution portée par Jordan Bardella. C'est-à-dire que le nombre de gestes
celui d'avoir fait élire un ciotiste contre une candidate socialiste dans une élection partielle il y a 3 semaines. On a chaque jour, des dirigeants ou des actes concrets qui montrent que cette question de l'union des droites est devenue une question qui les occupe, les taraude et leur donne le sentiment qu'il y a peut-être une perspective de ce côté-là. Alors, ce qui nous a aussi été opposé hier, à toi comme à moi, c'était sur les plateaux, c'était de nous dire « Ah ben oui, mais en même temps, vous dites depuis des années, la gauche n'arrête pas de dire que à partir du centre, c'est des fachos. » Oui. Non mais c'est vrai, ça c'est un argument. Oui, ça m'a été... Donc, voilà, en tout cas, pourquoi vous êtes étonné? Mais alors, attends, il y a un truc sur la droite que je voudrais dire avant, c'est hier, donc je discutais avec, dans une émission avec Éric Le Boucher, je ne sais pas si vous le situez, c'est un journaliste économique qui travaillait au Monde, qui travaille aux Échos, qui est un éditorialiste, qui est plutôt un type un peu sérieux. Et sa proposition, c'était de dire le Rassemblement national, en fait, n'a aucune idée, ils n'ont aucun point de vue sur aucun sujet, tandis que les LR, ils ont un peu encore des idées, des propositions, et donc en fait, c'est nous qui allons remplir, enfin nous, je dis pas nous, parce que c'est les LR qui vont remplir le vide du Rassemblement national. Voilà, c'est l'illusion qu'ils peuvent, enfin ce qui est quand même assez troublant, c'est comment peuvent-ils penser que ce petit groupe-là va donner sa cohérence et son corpus à un groupe qui fait 30 à 35% des intentions de vote. Ils prennent vraiment les gens du RN pour des cons, et Marine Le Pen, elle a sa cohérence idéologique, elle a sa cohérence politique. Et quand elle les renvoie dans leur but, ça ne veut pas dire qu'elle n'accepte pas leur voix, ça ne veut pas dire qu'elle n'accepte pas que leurs électeurs viennent à elle, voir leurs élus localement. Ce qu'elle ne veut pas, c'est que le Rassemblement national devienne les LR, parce qu'elle ne veut pas qu'ils aient le sort des LR, c'est-à-dire 5% à l'élection présidentielle. Alors oui, et il y a quelque chose d'assez intéressant à ce titre qui s'est passé cette semaine. Il y a Jordan Bardella qui a sorti son dernier livre. Donc, ce que veulent les Français. Après, ce que je cherche, ce que veulent les Français. Et alors, c'est un livre qui est assez intéressant, que j'ai pu feuilleter. Dedans, il n'est jamais fait mention de Marine Le Pen. Il n'est jamais fait mention du Rassemblement national. Et alors, j'ai lu un chapitre. En fait, c'est une série de portraits de Français et de Françaises, qui sont tous plus ou moins d'extrême droite. Hein. Alors, il y en a une, c'est une députée européenne, magistrate, dont il raconte la vie, etc. Pas une seule fois, il ne fait mention qu'elle est Rassemblement national. Mais on dirait même qu'il l'a oublié, tu vois, qu'elle a été membre du Rassemblement national. Non, mais c'est te dire, en fait, à quel point, aujourd'hui, il y a à l'intérieur du Rassemblement national, en fait, des gens qui travaillent. Et je pense que Jordan Bardella, lui, il travaille, en fait, à cette union des droites. Il travaille avec les petits patrons. C'est lui qui a ramené Éric Ciotti, le président des LR, à Marine Le Pen. Et il n'est pas du tout dans la même dynamique, en fait, que Marine Le Pen. Elle, par exemple, il y a un autre truc qui a été noté par beaucoup de gens qui avaient lu précisément le bouquin. À plusieurs de ces personnages, c'est assez, comment on dit, efficace en fait, de faire des portraits et de leur faire dire en gros ce que tu veux. Et puis comme ça, il peut l'endosser sans l'endosser, tu vois. Enfin, et donc, il y en a au moins une dizaine qui parlent de l'assistanat. Et qui dénonce l'assistanat, le fait que voilà, les gens auraient ça alors que moi je travaille, etc., etc. Et puis genre les étrangers qui vivent des allocs, et puis moi j'arrive pas à finir mes fins de mois. Voilà ce que disent ces personnages qui sont racontés par Jordan Bardella. Il s'oppose à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle ne parle jamais d'assistanat. Elle ne dénonce pas l'assistanat. La dénonciation de l'assistanat, c'est Laurent Wauquiez. C'est Laurent Wauquiez qu'on a fait globalement, les LR, quand on fait le cancer de l'assistanat. Voilà. Et donc, en fait, il y a différentes dynamiques qui sont pas du tout convergentes à l'intérieur du Rassemblement national. Non, mais ce qui me fait valider ce que dit Éric Le Boucher. C'est-à-dire que, en fait, c'est un parti qui est tellement protéiforme, qui part tellement dans tous les sens. Bon, il y a quand même un axe, c'est le racisme, mais à part ça, genre, je ne sais pas tellement où est-ce qu'ils veulent aller, tu vois. Charles Consigny, par exemple,
exemple, qui est commentateur de droite sur BFM TV, passe son temps à raconter que le problème du Rassemblement national, c'est qu'il est de gauche. Voilà. Ah oui, ça, ils sont nombreux à dire ça. Tout le monde, ouais, exactement. Ouais. Les gens de droite, de toute façon, vous êtes de gauche, vous êtes des socialistes, vous êtes des communistes. Ils ont des mesures sociales de gauche. Ils sont pour des mesures sociales de gauche. Et certains, comme Charles Contigny, disent vous êtes clairement des communistes. Donc, et t'es là, c'est complètement faux. Et c'est bien, mais le problème, c'est que en fait, en fonction de qui tu écoutes au Rassemblement national, tu as des sons de cloche qui sont complètement différents. Donc, je suis assez d'accord avec Éric Le Boucher. C'est-à-dire que les LR, eux, ils ont une colonne vertébrale qui est assez claire, puisqu'ils ont une histoire qui est assez longue, tu vois. Et ils pourraient en bénéficier. Et c'est au-delà d'aller chercher les électeurs des LR, de toute façon, qui n'existent plus. Donc, c'est aller chercher en fait leur architecture, tu vois, pour se l'approprier et la mettre à leur sauce populiste et raciste. Mais en vérité, c'est assez malin. Enfin. Moi, j'y crois pas, mais parce que justement, ce que je pense, c'est que la proposition de droite est une proposition qui est rejetée, en fait. Et que le Rassemblement national, lui, il essaye de faire quelque chose. C'est pour ça que Marine Le Pen, elle ne veut pas se marier avec les LR. C'est parce qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose qui, dans la proposition libérale, pro-business et tout le tout-team, qui ne fonctionne pas politiquement. Et que donc, elle pense que s'ils deviennent les LR racistes, les LR racistes, les LR racistes, ils sont déjà là. En fait, ils existent déjà. Et on ne peut pas dire que Retailleau est un avenir politique assuré. Donc, voilà. Mais je suis d'accord avec toi que je vois bien qu'à l'intérieur du Rassemblement national, il y a une tension sur le choix d'une stratégie par rapport à la question du rapport au business, à la politique de l'offre et à l'union avec les LR qui semble se cristalliser. Ça serait une première que une Le Pen perde le pouvoir, que ce soit un Bardella qui la prenne, moi j'ai du mal à y croire parce que j'ai du mal à croire à l'autonomie de pensée et d'action de Bardella. Donc pour l'instant je commence à croire, alors que jusqu'à présent je n'y croyais pas, je commence à croire que Bardella incarne une certaine ligne politique à l'intérieur du RN qui n'est pas celle de Marine Le Pen et que Jean-Philippe Tanguy est venu reprendre tout ça, reprendre la main. Mais parce que pour moi Tanguy est un idéologue, ce que n'est pas Jordan Bardella. En revanche, Jordan Bardella, lui, il va utiliser en fait les idéologues des LR, il va utiliser en fait ce réseau en fait qu'il est en train de tisser parmi les patrons pour avoir du poids et dire à Jean-Philippe Tanguy, t'es gentil, maintenant genre, on est à armes égales. Parce qu'effectivement, en termes d'intelligence politique, absolument détestable, mais d'intelligence politique, ils sont pas au même niveau, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy, tu vois. Enfin, Jean-Philippe Tanguy, il a une architecture qui vient d'ailleurs de chez Dupont-Aignan, parce que c'est là où il a commencé, et qui lui permet d'affirmer des choses. Il est là où Jordan Bardella, il galère un peu plus. Mais avec son réseau, c'est ça qu'il va faire. Moi, je suis sûr que c'est ça qu'il amène. C'est ça qu'il est en train de construire. Un réseau d'élus LR et de petits patrons qui va faire du mal en fait à la ligne Le Pen en gros Tanguy. On va voir. On va voir. Revenons à la gauche en oui, un mot rapide. Un dernier mot, ouais. Oui, moi je voulais juste dire que j'avais été frappée dans Fracture française, donc la grosse enquête qui a été faite par qui par l'IFOP, oui, la Fondation Jean Jaurès. C'est l'IFOP pour le Monde, et Fondation Jean Jaurès et Montaigne. Voilà. Et le CEVIPOF. Donc dans les Fractures françaises, il y avait une chose qui m'a vraiment frappée, c'est que les électeurs de gauche, entre 80 et 85%, considèrent le Rassemblement national comme un danger pour la démocratie et pour la République. C'est la même chose pour les électeurs de Renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, cette homogénéité-là, c'est-à-dire l'idée que le RN constitue un danger, tu as 80-85%, tous les électorats de gauche et Renaissance ensemble. Et puis après,
ça décroît à 41% chez les électeurs LR, qui sont seulement 41% à considérer ça de la part du RN. Donc on voit bien qu'à l'intérieur de la droite, puisque Renaissance en fait partie, dans sa forme libérale, moderniste, je sais pas quoi, à l'intérieur de la droite, il reste encore une ligne de séparation sur la question du rapport au Rassemblement national et du Rassemblement national à la démocratie. Donc ça évoque la question que tu posais tout à l'heure, ce qui est une question qui est sans arrêt débattue et souvent de façon très agressive. C'est-à-dire qu'en fait, il est souvent dit à gauche que en fait, la Macronie prépare même de façon consciente, l'accession du Rassemblement national. Il faut dire que, par exemple, les révélations de Figaro disant que Emmanuel Macron avait passé des coups de téléphone à des candidats Renaissance pour leur demander de se maintenir de façon à empêcher quelqu'un du nouveau Front populaire d'être élu face à un candidat Rassemblement national. Donc à faire gagner le Rassemblement national. Donc à faire gagner le Rassemblement national en 2024, apparemment ça semble attesté. Moi, il m'a été dit par quelqu'un qui me l'a dit, mais voilà, qu'il avait parlé avec Emmanuel Macron la veille de la dissolution, qui lui a dit... Elle a des relations. Que Macron a dit, mais si les Français veulent le Rassemblement national au pouvoir, c'est-à-dire que, je veux dire, on a les sources de gens qui disent que Emmanuel Macron était pour la victoire du Rassemblement national en 2024 sont très nombreuses. Alors, il y a ceux qui pensent, et moi je crois que c'était ça son calcul, il pensait que Jordan Bardella serait trop con et qu'il allait se casser la figure et que ça réglerait comme ça la question du Rassemblement national, notamment ça empêcherait Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée. Calcul que je trouve absolument totalement dingue, hein, c'est complètement fou de faire de telles hypothèses. Mais donc ce que je veux dire surtout vu la conjoncture mondiale. Oui. De surcroît, ce qui n'était pas encore le cas en juillet 2024, mais depuis il y a eu Trump. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est vrai que Emmanuel Macron joue à ça. Est-ce qu'on peut se souvenir que François Mitterrand aussi avait joué à ça? François Mitterrand aussi avait essayé d'utiliser le Front National pour affaiblir la droite, pour essayer de conserver le pouvoir. C'est-à-dire le fait de vouloir manipuler et de vouloir donner un rôle, une place au Rassemblement national ne fait pas forcément de toi un facho. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait une idéologie, bien que je le trouve très très à droite, vraiment de plus en plus de façon étonnante, je ne crois pas qu'il véritablement concourt à la prise du pouvoir par l'extrême droite, à la prise du pouvoir durable de l'extrême droite. Et quand j'en juge cette enquête dont je parlais tout à l'heure, Fracture française, on voit que l'électorat Renaissance n'est pas un électorat favorable à l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Que leur chef Hayon joue à ça, qui s'appelle Gabriel Attal ou qui s'appelle Emmanuel Macron, ça c'est une chose, mais le cœur de l'électorat Renaissance et même Modem, parce que avec tout le mal que je pense de François Bayrou, c'est pareil, l'électorat Modem n'est pas un électorat qui est prêt à lâcher ça. Donc on a encore dans le pays, il n'y a pas que la gauche, et heureusement il n'y a pas que la gauche qui ne veut pas du Rassemblement national au pouvoir, et je crois que l'idée que le cordon sanitaire est complètement rompu et qu'on ne refrappe plus le barrage républicain, je crois que c'est pas vrai. Je crois que pour l'instant, beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter ce parti au pouvoir, et notamment dans le centre. Donc je crois que c'est faux de le dire, et je crois qu'en plus c'est impropre politiquement. C'est-à-dire que nous n'avons pas intérêt à installer l'idée que la droite et le centre, c'est la même chose que le Rassemblement national. On a intérêt à maintenir autant que faire se peut, de la même manière que je ne crois pas une bonne idée de dire que les socialistes sont des traîtres.
parce que c'est pas la peine d'installer les gens dans la traîtrise, c'est pas la peine d'installer les gens dans leur déviance du côté de l'extrême droite. Il faut au contraire les rappeler à leur histoire, leur rappeler les principes et leur dire que ça n'est pas ce qu'il faut faire. Ils ont fait ça, ils ont eu tort. Ça ne fait pas de tout horizon un parti néofasciste. Bon. Je n'ai rien à ajouter, je valide totalement ce que tu viens de dire. Oui, non, je valide ce que tu viens de dire. C'est comme les socialistes, quoi. Ils n'ont pas voté la censure, ça ne veut pas dire qu'ils sont ralliés à la Macronie. Je crois que là, ce n'est pas vrai. Et c'est une erreur politique de le faire parce que ça pousse et ça accentue, ça forme des ruptures qu'il ne faut absolument pas cristalliser en ce moment. Oui, moi ce que je voyais, c'était aussi cette disjonction en fait entre ce que font les Cheffaillon et ce que fait Emmanuel Macron, ce que fait Gabriel Attal et l'électorat, tu vois. Et je me dis, est-ce que là, il y a une opportunité, parce que je pense que c'est comme ça que le voient aussi beaucoup de partis politiques, se dire, bon bah en fait, les électeurs Renaissance, ils sont pas pour les dingueries que font leurs chefs. D'ailleurs, c'est pour ça que Attal n'était pas là hier. Exactement. Parce qu'il ne peut pas se mettre orthogonal à son électorat quand même. Oui, mais donc du coup, est-ce qu'il y a il a été pour le barrage républicain, Attal, oui, bien sûr. Ouais. Contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire ça fait partie des raisons de leur dispute à tous les deux, c'est que Macron a reproché à Gabriel Attal d'avoir dit il faut faire barrage à l'extrême droite, quitte à voter NFP. Ce qui n'était pas l'opinion de Macron. Le problème, c'est que Gabriel Attal reste un homme parfois assez inconsistant politiquement, et que dire un coup ah bah tiens je vais faire comme Retailleau l'extrême droite, dénoncer les accords de 68 et puis genre un coup les ados à 14 ans on va les mettre en prison, voilà, on va les foutre en tôle, exactement, et puis après dire on va faire le barrage républicain. C'est vrai que c'est pas très cohérent, tout ça. Et toi, ce que tu sous-entends en soulevant, en remettant sur le tapis cette étude de Fracture Française, c'est que finalement les électorales le sont un peu plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette cohérence en fait des électorats de Renaissance et du MoDem? Comment est-ce qu'on va les chercher, tu vois, genre comment est-ce que on les... Alors je suis d'accord avec toi qu'il faut pas pousser puisque quand tu dis oui Horizon en fait ou Renaissance, en fait il y a une tentative de pousser genre les responsables politiques et puis leurs électeurs et dire de toute façon vous êtes des fachos, vous votez mal et dans l'hémicycle vous faites le lit et dans les urnes, exactement. Et donc du coup est-ce qu'il faut aller les chercher eux, tu vois, genre, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire aller les chercher eux? Genre, est-ce que ça nous intéresse? Qu'est-ce qui fonde en fait? Puisque là, toi, tu as l'air de sous-entendre que genre ils sont pas d'extrême droite. Enfin, tu sous-entends pas, tu parles de Fracture Française. Oui. Ils ne sont pas pour cette alliance avec le Rassemblement National. C'est leur patron, genre leur chef, leur responsable font un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, genre, tu vois, genre, est-ce qu'on essaye d'aller... Donc, c'est quoi qui les tient? En fait, pourquoi est-ce qu'ils continuent à voter Renaissance? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à plébisciter Gabriel Attal, etc. Donc c'est pour des questions économiques, mais pas pour les questions de racisme du Rassemblement National, c'est ça? Donc c'est ça dessus qu'il faut... moi je pense que c'est important. Je pense qu'en effet, pour un électeur Renaissance, ne pas être sexiste, homophobe, raciste, ça compte un peu, quoi. J'entends. Je pense que c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent de... Moi je crois que nous avons subi une défaite idéologique extrêmement profonde, extrêmement grave, à partir de 2014, quand François Hollande s'est rallié à l'idée que il fallait tout faire pour les entreprises, leur compétitivité, et que pour ça, ça voulait dire les aider en leur donnant de l'argent et en faisant baisser le coût du travail et en assouplissant les normes et les protections. À partir du moment où on a... c'est une défaite, mais d'une profondeur immense, cette défaite-là. C'est-à-dire que, pour l'instant, ce que j'ai tendance à penser, c'est que la gauche ne prend pas les mesures pour contrer cette défaite idéologique qui est le cœur de l'électorat macroniste et socialiste. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait leur point commun, les socialistes sont un peu plus redistributifs, ils sont un peu plus pour la justice sociale, ils sont pour qu'on partage un peu plus, mais tous les deux ont comme conception que ce qui fait la dynamique et la richesse du pays, c'est
la compétitivité des entreprises et des territoires. Et que c'est sur ça qu'il faut jouer. Et c'est comme ça qu'ils organisent leur action publique quand ils sont aux manettes dans les territoires et quand ils sont au pays, qu'ils apportent toutes les aides, alors les CICE, tous ces bazars d'aides aux entreprises, cet abaissement, voilà, au détriment de ce que je crois, moi, être en vérité, c'est-à-dire ce que je crois, c'est que la force de la France et son attractivité, je lisais ce matin un historien américain qui racontait la puissance de la France vue, lui, depuis les États-Unis, c'est un papier dans Le Monde qui est paru aujourd'hui, dans lequel lui il dit mais la puissance de la France c'est en fait ses services publics et sa culture, c'est ça qui fait l'attraction de la France. Ce qui fait l'attraction de la France c'est qu'on y mange bien, que les gens sont bien formés, qu'on a des trains qui fonctionnent pas mal et des métros, alors même si on peut dire ça fonctionne moins bien, d'accord. Ben, ça fonctionne beaucoup mieux que beaucoup d'endroits quand même, surtout les endroits où il n'y en a même carrément pas. Et les transports en commun, enfin je veux dire la qualité des transports en commun. Les soins gratuits, l'éducation gratuite. Bref, tout ça, c'est ça la force de la France. Et qu'on chose la France, pour reprendre les expressions de Macron, pour ça. Pour cette raison-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour toutes ces... Parce que c'est vrai qu'il y a une financiarisation de l'économie et que les finances, cette financiarisation fait que l'argent se déplace, etc., beaucoup plus facilement et qu'elle est... Donc, il y a des mesures à prendre contre ça. Mais fondamentalement, c'est ça le cœur de notre pacte social, de notre unité nationale et de notre force. Et je crois que nous avons perdu quand nous avons laissé Macron et son pote ministre des Finances qui s'appelait Emmanuel Macron. Hollande. Et son pote ministre des Finances. J'ai dit quoi? T'as dit Macron et son pote Macron ministre des Finances. Hollande et son pote ministre des Finances et son secrétaire général, comment ça s'appelait Jouyet, qui avait avant été chez Sarkozy. Enfin, tout ce joli monde-là qui pense ça, il le pense vraiment. Que ce qu'il faut, c'est que c'est ça le cœur. C'est les grandes entreprises, c'est la compétition internationale de ces grandes boîtes, et que pour faire ça, il faut en passer par mettre tous les moyens là, et quitte à détruire tout le reste. Nous ne nous battons pas sur ça. Et quand on argumente même la taxe Zuckman au nom purement et simplement de la justice fiscale, et qu'on ne dit pas qu'il est juste que l'outil de production participe à la création de ces conditions de développement, c'est-à-dire, encore une fois, les transports en commun, la formation, etc., des salariés, et ça, c'est assuré par l'État et par la nation et par les territoires, c'est juste qu'ils le fassent. La taxe Zuckman, elle est juste dans son fond, et dans le fond pour lequel elle a été attaquée, et sur lequel les socialistes ont reculé. Et ils reculent en reculant. En fait, ils valident les théories macronistes qui sont celles, en fait, du social-libéralisme, de la politique de l'offre, de toutes ces salades qui nous ont contaminés profondément. Et c'est ça qui nous affaiblit vraiment, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est un facho, hein, pour autant. Hein, voilà, ça ne change rien à la discussion d'avant. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est instillé dans notre idéologie et qui a contaminé une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche, et que c'est avec ça qu'il faut s'attaquer, avec des arguments, enfin voilà, il faut travailler à ça. Et bien sur ce, au boulot. Ciao, ciao. Salut. À la semaine prochaine.